Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur le plateau de Téléfoot et tout de suite dans le vif du sujet avec la deuxième journée du championnat de France de première division. Alors dites-moi Philippe, oui, lorsque vous n'êtes pas à Marseille avec votre ami Gaëtan Huard, vous allez faire vos emplettes chez Tout pour le Monstre pour vous habiller. Je me suis mis sur mon 31 pour assister au premier sommet. Le premier sommet du championnat, oui, c'était une rencontre attendue parce que les deux équipes, déjà Marseille et Nantes, avaient gagné lors de la première journée. Et puis on était quand même un petit peu curieux de voir ce qu'allait donner cette équipe de Marseille au stade Vélodrome pour la première fois. Bien, et devant 40 000 spectateurs et Philippe Huy et sa belle veste, le match entre l'Olympique de Marseille et le Football Club de Nantes. Il y a 3 mois, Jean Tigana n'avait eu droit qu'à un échauffement au stade Vélodrome. Cette fois, il s'apprête à faire ses vrais débuts sur la pelouse marseillaise. Même chose pour le Brésilien Moser, l'ex-Girondin Roche, et Manuel Amoros qui a eu droit à une présentation à la romaine. Monaco, c'était une chose, il y avait, les gens ne venaient pas trop au stade, mais je crois qu'ici c'est surtout la passion. Là-bas il y avait quelques passionnés, mais le problème c'est surtout le match pour moi. Avec le public et l'équipe que vous avez, finalement Marseille va être imbattable cette année. On le souhaite. On a joué contre Lyon, on a fait un excellent match, mais c'est le premier match. Maintenant il faut confirmer ce soir déjà contre Nantes. Après, là on va vraiment être fixé sur l'équipe. Et l'OM a de la réserve avec Waddle et Michiche sur le banc et avec la dernière recrue annoncée par Bernard Tapie qui ne devrait pas être en principe Maradona. Vous le savez, dans ces choix-là, c'est toujours très difficile. L'expérience de ce soir nous apportera encore quelques enseignements. Bon, quand on a des joueurs du niveau de Bebeto, de Francescoli ou joueurs comme ça, on sait que leur valeur est telle que c'est pas en fonction de ça que le critère de choix se fait, c'est plutôt en fonction des choix complémentaires d'une équipe qui existe déjà. Maradona, Francescoli ou un autre, le recrutement en tout cas n'est pas terminé à Marseille. À Nantes, ça peut étonner parce que le seul coût du transfert de Waddle équivaut à tout le budget du club. En tout cas, s'il y a un fossé financier entre les deux équipes, on peut penser que l'écart n'est pas aussi grand sur le terrain. Nantes est privé de Vercauteren et Youm pour ce déplacement. On inaugure avec Bourruchaga et Henry côte à côte. Patrice Loco, 19 ans, dispute son premier match. La politique de jeunes, un moment délaissé, porte à nouveau ses fruits. Le comble du bonheur pour vous, plus particulièrement ce soir, ce serait de mettre un but? Bah oui, j'aimerais bien marquer, surtout Gaëtan Huard étant dans les buts. Il a joué aussi à Milly où j'ai débuté ma jeune carrière, donc j'espère pouvoir marquer un beau but. Le match du jour maintenant, Olympique de Marseille, Football Club de Nantes, avec le moment d'émotion pour l'enfant des Caillols, Jean Tigana. Ça m'a fait tout drôle, hein. Ça m'a donné des frissons à voir dans tout le corps et j'étais surpris que les gens ont scandé mon nom de suite hein. Quand je suis rentré sur le terrain. Ça m'a permis de me décontracter et d'être beaucoup plus efficace après, car j'aurais eu des difficultés si les gens m'avaient pris de suite en grippe. Je crois que ça m'aurait un petit peu perturbé. Premier grand bonheur pour Tigana donc, mais ce ne sera sans doute pas le dernier. Les Marseillais ont encore été impressionnants, même s'ils n'ont pas exploité toutes les occasions qu'ils se sont créées. 10e minute de jeu, petit pont d'Hérault sur Comboiré, c'est super, mais le jeune Marseillais est fauché par De Sailly, coup franc sifflé par l'arbitre monsieur De Zayas. Franck Sauzé le tire juste au-dessus des buts de Marot. En ce début de match, l'Olympique de Marseille fait le forcing, centre d'Amoros à destination de la tête de Papin, mais c'est le pied de Comboiré qui a écarté le danger. Quelques secondes plus tard, nouvelle superbe occasion pour l'OM, ouverture de Sauzé pour Germain, tout seul devant Marot. Germain cherche la tête de Papin, mais là, il y avait probablement mieux à faire. 20e minute et une image impressionnante, celle de la tête de Moser. Elle passe au-dessus, mais il devrait marquer quelques buts comme ça cette saison. La chance des Nantais a peut-être été la contracture que s'est fait Jean-Pierre Papin lors du premier match contre Lyon. Là, il hérite d'un bon ballon, mais légèrement surpris. Il a raté sa frappe, ce qui a fait le bonheur de Marot. Les joueurs de Gilly ne relâchent pas leur pression. Une demi-heure de jeu et nouveau feu dans le camp nantais. Marot a pris peur et finalement, c'était Eddy qui dégage en touche. La remise en jeu est effectuée par Dimeco pour Hérault. Hérault réussit à centrer, tête de Vercruis bien détournée par Marot. Vous voyez, pendant 42 minutes, on n'a vu qu'une équipe, l'OM bien sûr.
Première réaction de Nantes à la 43e minute. Bonalaire, finalement pour un ballon qui va arriver dans les pieds de Jakovljević. Bon débordement du Yougoslave, malheureusement pour lui. Sa tentative de fente ne pose aucun problème au gardien marseillais Huard. Dans la minute qui suit, les joueurs de Blažević se créent une nouvelle occasion. Débordement de Joël Henry qui évite la sortie de Huard. Centre. Les Nantais se roulent par terre. Monsieur De Zayas a laissé jouer. Après avoir vu les images au ralenti, il a bien fait. Nantes semble refaire surface, mais évidemment, c'est là où il y a danger. 45e minute. Belle combinaison Vercruis-Tigana pour Papin. Encore Tigana pour Hérault à la limite du hors-jeu. Tir d'Hérault sur le poteau, mais le ballon est rentré. Devant notre public, il fallait montrer quelque chose. Disons qu'on a eu quelques occasions qu'on a manqué, sinon on aurait fait la différence. Cette différence, c'est donc Hérault qui l'a faite. C'est vrai, il a eu un petit peu de réussite, mais c'est aussi son deuxième but en 2 rencontres. Et celui-là est particulièrement important puisqu'il permet aux Marseillais de mener 1-0 à la mi-temps. Changement dans l'Olympique de Marseille, le numéro 11, Carmelo Micic, remplace le numéro 9, Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre Papin tenait absolument à jouer ce premier match à domicile, mais la contracture à la cuisse dont il souffrait à Lyon s'est réveillée. Les Nantais parviennent dans les premières minutes de jeu à faire circuler le ballon dans le même style que les Marseillais auparavant. Loco va transmettre un centre auparavant détourné par les Marseillais sur la tête de Henry. De Sailly va relayer avec Bourouchaga. La balle revient à Loco, mais on en reste là. Après 10 minutes de jeu, c'est avec la même opiniâtreté que Loco et Deschamps permettent à Joël Henry d'affronter seul Amoros. On parvient dans la surface. Penalty décide Monsieur De Zayas. Jakovljević, l'avant-centre yougoslave, s'élance. Huard repousse le ballon. Loco a suivi et marque. Mais le but est refusé car il s'est introduit dans la surface de réparation avant que Jakovljević ne touche la balle. Les Nantais estiment alors que le pénalty est à rejouer, mais non, explication sur ce point de règlement. J'arrête donc le jeu et je reprends le jeu par coup franc indirect contre l'équipe de Nantes. Par contre, le but aurait été marqué directement par le joueur de Nantes, par le numéro 9. À ce moment-là, je refusais donc le but et je faisais retirer la sanction. Juste après, Le Guen sert l'infortuné Jakovljević qui n'a pas plus de chance devant Huard que précédemment. À un quart d'heure de jeu de la fin, Philippe Vercruis laisse sa place à Chris Waddle. Et Waddle, s'il est encore hors de forme, va offrir un aperçu de ce que pourraient donner ses prestations futures. Ici, Hérault le lance sur la gauche du terrain et son tir va passer à côté du but de Marot. Les Nantais vont tenter une dernière offensive avec Kombouaré monté pour la circonstance. Il a été le meilleur jaune hier soir. Nous tous derrière, en particulier, je ne dirais pas qu'il y ait que moi, mais toute la défense, on a fait un match solide. Marseille l'emporte 1-0. À l'image de Waddle provoquant les hurrahs du public, les joueurs de l'OM ont enchanté le stade, pour leur plus grand plaisir. Et ça vient surtout de la qualité des joueurs et surtout de la qualité mentale. Les joueurs ont des objectifs et ils veulent y arriver et ils mettent tout en œuvre toute la semaine pour pouvoir être compétitifs. Donc les Nantais ont fait trembler les Marseillais, leaders du championnat, sur leur pelouse. Et l'an passé, il y avait un Nantais célèbre, c'était Mo Johnston. Mais Mo Johnston, vous savez, a quitté le Football Club de Nantes. Et vous revenez d'Écosse, Pascal Pro, où il y a, semble-t-il, une affaire, Mo Johnston. Oui, c'est vrai que ça ne va pas très bien pour lui. Alors d'abord, là-bas, on ne parle que de ça. Les journaux, et le Daily Record n'est pas un journal de sport, alors c'est la une du Daily Record de cette semaine, c'était l'ADER également. Et surtout, je vous ai ramené un petit cadeau qui symbolise bien l'affaire Johnston. Je crois qu'il n'est pas tellement utile de le traduire. Non, ça dit bien ce que ça veut dire. C'est un t-shirt qui est vendu à Glasgow et sur lequel chacun vient signer, chacun vient un peu se défouler. Oui. Je vous l'offre. Eh ben, c'est très gentil, moi je le donnerai à Philippe Pouy, ça va aller très bien avec sa belle veste. Et moi je vous suggère donc de nous emmener en votre compagnie, Pascal, à Glasgow. Glasgow, traditionnellement coupé en deux. D'un côté les protestants, de l'autre les catholiques, et au centre le football qui divise un peu plus la ville. Mo Johnston a voulu passer sur un siècle de sectarisme. Lui, le catholique, il a signé le 12 juillet dernier pour 1 million de livres, soit à peu près 1 milliard de centimes, dans le club protestant des Glasgow Rangers. Décision incroyable. Johnston a débuté au Celtic, mais surtout, il avait signé un contrat en juin dernier en faveur du club de ses premières amours.
Johnston présenté à la presse avec sa femme et quelques instants plus tard sur le terrain du Celtic par Ked en compagnie du président du club. Je suis très heureux de revenir ici. Pour ce volte-face, la FIFA a condamné cette semaine l'Écossais à une amende finalement légère, 30 000 francs. Mais surtout, les supporters des deux camps ne lui ont pas pardonné. Ceux du Rangers, tout d'abord, prêts au boycott de leur propre équipe. Certains ont renvoyé leurs cartes, d'autres ont brûlé le maillot. Et dans les pubs protestants, Johnston et les Rangers allument des conversations autour d'un thème unique, la trahison. Vous êtes un supporter des Rangers? J'étais. Vous retournerez au stade cette année avec Johnston? Non. Encore plus fort, le t-shirt le plus couru de tout Glasgow, sur lequel les supporters se déchaînent. Je suis un ex-supporter des Rangers. Je ne retournerai jamais au stade pour voir Johnston. Jamais. Ce type est un traître. Johnston doit retourner au Celtic. C'est une ordure. Et comme tout s'achète, le t-shirt se brade et Johnston se vend pour 20 livres. Thank you. Okay. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Coloration moins houleuse à l'autre bout de la ville, dans les endroits catholiques du Celtic, où l'on parle de Johnston. Je n'aime pas. La ville est choquée, tout à fait choquée. Tout le monde parle de ça. Mais ce n'est pas une question de religion. Ça existe bien sûr, mais c'est plutôt une question de trahison. On regarde Mo Johnston comme une espèce de mercenaire. Et, comme on dit en anglais, une fois traître, toujours traître. Sécurité maximum autour du stade lors de l'entraînement quotidien de Johnston. Sécurité rapprochée, puisque 2 gardes du corps pendus en permanence à ses basques protègent l'Écossais de tout contact. Enfin, ils essayent. Et scène tout à fait étonnante, Johnston effectue le kilomètre qui sépare le vestiaire du terrain, encadré de ses 2 hommes de main. Un marquage à la culotte, sans doute, pour mieux préparer l'avant-centre qu'il est au contact futur du libéro ou des stoppeurs. Paranoïa? Peut-être pas. Johnston a reçu des menaces de mort. Et dans la villa secrète qu'il habite désormais entre Glasgow et Édimbourg, son chien, un Doberman, a été retrouvé mort lundi matin. Je pense que toute cette pression diminuera lorsque j'entrerai sur le terrain. Je sais que je peux marquer des buts avec les Rangers et ça, les fans le savent aussi. Pour cela, il faut que je m'applique. Je suis équilibré, j'ai un enfant maintenant, je pense que tout ira bien. Mo est un professionnel, je l'aiderai bien sûr, mais je pense qu'il peut s'aider tout seul. Johnston espère donc convertir les fidèles d'Ibrox. Rien n'est moins sûr, à juste un mois d'un derby explosif, ici même, entre les 2 clubs de Glasgow. Derby qui aura lieu le 26 août et dont il sera question bien sûr dans Téléfoot. Suite de la 2e journée du championnat de France de première division avec la rencontre entre Mulhouse et Montpellier que suivait pour nous Christian Jean-Pierre. Cela faisait 6 ans que Mulhouse attendait de rejouer en première division devant son public au stade de Lille. Pour ce premier match à domicile, une rencontre choc face à Montpellier Hérault, toujours privé d'Éric Cantona et Julio César. Côté alsacien, Didier Noto ne peut toujours pas compter sur son nouvel attaquant, Edi Kranjcevic, encore blessé. La première occasion dangereuse est à mettre au crédit des Montpelliérains sur ce tir de balle dévié par Ron. Réplique alsacienne 3 minutes plus tard, sur coup franc, Blaž Slišković frappe de 30 mètres, premier arrêt pour Rust. Mulhouse commence alors à prendre le contrôle des opérations, le milieu de terrain joue bien le coup. Peu G pour Blaž Slišković qui remet astucieusement en 1-2. Il s'en faut d'un cheveu, on joue alors depuis 20 minutes. Peu de temps après, coup dur pour les Alsaciens, le Moine remplace Slišković blessé. On se demande alors si Mulhouse va tenir face à Montpellier Hérault. Il y a sur le terrain 10 joueurs qui évoluaient l'an passé en seconde division. Il reste 5 minutes à jouer avant la pause. Keller pour Priou avec à l'arrivée d'Erzakarian contre son camp. Pour le plus grand bonheur des Mulhousiens. A noter tout de même que Priou joue parfaitement le coup.
Toute l'après-midi, j'étais stressé, j'ai pas pu dormir à l'hôtel. Et en y pensant, des fois on se fait un peu le match, on ne sait pas comment ça va se dérouler. Difficile évidemment d'imaginer ce genre de scénario. En début de seconde période, Mulhouse domine. Ndiaye pour Franck Priou, qui se fait sécher par Nono. Incroyable, Monsieur Véniel ne sifflera pas, il y avait pourtant bel et bien faute. En milieu de seconde période, Montpellier Hérault montre le bout de son nez sur cette reprise de Stéphane Paille. Suivi quelques minutes plus tard d'un joli coup de tête de l'avancante montpelliérain sur ce centre de Ferraoui. Andrieux, le stopper alsacien, a marqué de très près Stéphane Paille. Et en milieu de terrain, Peugeot, Fichot, Keller maîtrisent parfaitement la situation. Marc Keller doit commencer à se dire que la première division, ce n'est pas le bout du monde et que Mulhouse a sans doute une très belle carte à jouer. Il faut dire que les Alsaciens ont joué hier soir à un rythme très élevé, ce qui a sans doute gêné Montpellier Hérault. Ce soir, on a retrouvé une équipe qui a joué en n'ayant rien à perdre, qui a prouvé qu'il y avait du cœur, mais aussi pas mal de talent. En fin de match, Mulhouse obtiendra un penalty à la suite d'une faute de Bonafou sur Subia. Faute pas évidente, Subia joue bien le coup, mais cela ressemble assez à un penalty de compensation. 2-0 pour Mulhouse, côté montpelliérain, pas grand-chose à se mettre sous la dent, si ce n'est ce but de Xuereb, hors jeu. Ce n'était pas hier soir le Montpellier Hérault de la semaine dernière face à Cannes. Nous n'avons pas su à un moment donné emballer le match alors que la situation technique nous était favorable et puis il y a eu ce coup du sort, ce but je dirais qui a été malheureux et il a fallu courir après un résultat et là on a confondu un petit peu vitesse et précipitation et on a été assez brouillon. Réveil des clubs qui étaient l'année dernière en deuxième division, qui se sont bien retrouvés au cours de cette deuxième journée. On le verra au fil de ce téléfoot. Mais pour l'heure, nous allons à Monaco pour Monaco-Sochaux et en compagnie de Pierre Torret. Qu'un joueur tel que Glenn Hoddle ait manqué n'explique certes pas que les travées du stade Louis II de Monaco, malgré la rentrée de l'ASM, soient demeurées hier soir comme d'ordinaire assez peu peuplées. Il semble bien en revanche que l'indisponibilité de son meneur de jeu et inspirateur habituel ait amené la formation monégasque à s'assumer davantage comme entité collective. Ce sera sans doute l'enseignement majeur d'une soirée par ailleurs fort agréable. Une partie du reste a priori attrayante entre deux formations déjà bien rodées et dont le ton était donné pratiquement d'entrée sur le mode majeur par une ouverture de Marcel Dib sur l'avant-centre VA en position d'ailier, lequel embarquait sur la gauche la défense sochalienne pour offrir à Fabrice Mèche sur un plateau le premier but monégasque en joué depuis 70 minutes. Nous avons eu le bonheur de marquer d'entrée. À partir de ce moment-là, nous étions toujours en position de pouvoir être très très dangereux sur les contres, notamment par Georges Weah qui a posé beaucoup de problèmes à la défense adverse. Et c'est vrai que du début à la fin d'une rencontre dont il devait être en long comme en large l'acteur le plus en vue, l'attaquant africain de Monaco, un an après son arrivée du Liberia, en faisait voir de toutes les couleurs aux visiteurs, s'imposant là sans doute définitivement comme une des pièces maîtresses du dispositif offensif d'Arsène Wenger. Excellent dans le petit jeu, les Sochaliens, quant à eux, manquaient par trop tout de même de pugnacité et ils ne comptaient guère à leur actif en fin de première mi-temps que cette action ponctuée d'une tête d'Oudjani. La partie reprenait comme elle avait commencé et lancée du bout du pied par Ferrage à la 48e minute. VA, parti à l'extrême limite du hors-jeu, trouvait juste récompense de ses efforts d'un boulet dont Rousset ne pouvait que sentir passer le souffle entre ses jambes. Piqués au vif, les Sochaliens réagissaient bien alors et laissant leur jeu précieux pour des actions plus larges et plus tranchantes, réduisaient moins de 2 minutes après l'écart au terme d'un bon 1-2 Krochi Hadzibevic, Koudjani, ponctué à hauteur du point de pénalty. 2-1 pour Monaco, rien n'était donc acquis alors qu'il restait à jouer près de 40 minutes et l'on en prenait conscience sur ce coup franc dont Ettori se tirait avec quelque bonheur à l'abord du dernier quart d'heure.
Rien plus cependant ne devait changer jusqu'à la fin. Georges Weah trouvant néanmoins encore quelques occasions de se mettre en évidence à la pointe d'une attaque monégasque sécurisée par une défense rigoureuse et bien orchestrée par Dib et Mej. Si l'on songe qu'il manquait hier soir, outre Glenn Hoddle, Atley et Fofana, on peut être convaincu que Monaco ne se satisfera pas cette saison de lorgner sur sa gauche du côté de Marseille. C'est un jeu que nous avons, je pense, bien réussi ce soir. À partir de ces contre-attaques, nous avons aussi montré beaucoup de solidarité défensive, beaucoup de volonté. C'est ce qui nous a permis de gagner le match. De Monaco à Bordeaux, de grands noms du football français de ces dernières années, c'était le premier match des Girondins à l'Escure. En effet, ils recevaient le Racing parisien, le Racing qui avait fait bonne impression pour son premier match au Parc. Affaire à suivre. Pascal Pro. Lu dans le journal du club Marine et Blanc, interview Claude Bess. Question: et si Marseille gagnait une Coupe d'Europe, président? La réponse de l'homme fort des Girondins, je vous la laisse apprécier. Vue du monde, 20 000 personnes à Bordeaux et surtout cette saison une innovation. Les socios de luxe, pour 10 000 francs, les supporters bordelais peuvent désormais passer 10 années de leur vie derrière ce but et au bout de 10 ans, la somme leur est entièrement remboursée par les Girondins. 10 000 francs, c'est le prix le plus bas puisqu'il existe d'autres places, toujours pour la même durée, et cette fois, il s'agit de 120 000 francs pour les plus chers. Bordeaux sans Ayache, Stopira ou Chifo, mais avec un super Bernard Pardo. C'est lui qui donne à Touvenel. Centre de l'arrière droit. Une première tête d'Olsen, une seconde de Ferreri et Bordeaux mène 1-0 après 5 minutes de jeu. 3 minutes plus tard, second ballon décisif de Jesper Olsen et une superbe tête de Denboer qui risque de faire très mal cette saison dans ce domaine. L'arrêt réflexe de la soirée pour Joseph-Antoine Bell, coup franc de Fernier, reprise de Ben Mabrouk, Lima dévide la tête et Bell s'envole. Superbe pour le nouveau gardien de but de Bordeaux adopté hier soir par tout le parc Lescure. 2 minutes plus tard, pratiquement la même action, coup franc toujours de Fernier, Ben Mabrouk récupère toujours de volée et Bell décolle encore, toujours impeccable. Les Parisiens passent un bon quart d'heure sans concrétiser, mais M. Femenia va leur enlever les derniers espoirs. Une main de Dangbeto, penalty, un peu sévère peut-être, en tout cas transformé par Jean-Marc Ferreri qui est revenu à son meilleur niveau. Ce soir encore, je me suis senti très bien physiquement et je suis bien. Oui. Deuxième mi-temps et le cavalier seul des Bordelais continue. Jean-Philippe Durand, l'ex-Toulousain pour Denboer. 60e minute, Klaus Allofs a vu Jesper Olsen et le tir du Danois frôle également le montant gauche d'Olmeta. Le 4e but à la 65e minute, marqué par une nouvelle recrue du Bordeaux 89. Klaus Allofs est parti et il bat Olmeta dans l'angle le plus difficile à trouver. Les Parisiens sont à la dérive et cette saison, il est bien évident qu'ils vont connaître beaucoup de problèmes. Oui, d'abord, je crois qu'on ne va pas perdre les morales. Si on a perdu aujourd'hui ces matchs parce qu'on a tombé contre une superbe équipe bordelaise, mais je crois qu'on va se battre, on va essayer de réagir déjà mercredi contre Cannes. À Bordeaux, excellente impression de l'ensemble, notamment grâce à l'adaptation des petits nouveaux et de la performance du trio Bell, Ferreri, Pardo. Bernard Pardo qui est en passe de réussir la mission impossible, faire oublier René Girard. René Girard, effectivement, c'est un joueur pour qui j'ai beaucoup de respect et quand on connaît la cote qu'avait René Girard ici, c'est bien pour moi déjà qu'on me compare à ça, mais disons que moi je veux m'affirmer en tant que Bernard Pardo et pas en tant que René Girard. Et une belle équipe certainement cette année du côté des Girondins, on aura l'occasion d'en reparler. Le Paris Saint-Germain recevait Metz au Parc des Princes, c'était la première sortie des Parisiens sur leur pelouse. Martin Zara était dans les tribunes du Parc. Premier rendez-vous de la saison pour le PSG au Parc. 3 quarts d'heure avant le coup d'envoi, ce n'est pas la grande foule, tout au plus 4 à 5 000 personnes. Et premières inquiétudes, le Parc des Princes risque de rester vide. Explication, à ce moment précis, il y a certainement plus de Parisiens dans le tunnel sous Fourvière qu'au stade. Les juilletistes croisent les Haussiens, ce n'est pas vraiment la date idéale pour un match de football à Paris. Je suis pour un football d'été, et puis d'autres sont pour un football d'hiver, ça se partage. Et ce jour de transhumance, c'est quand même mal choisi pour accueillir le premier match du PSG au Parc. Oui, mais ça veut dire reculer d'une semaine et l'option dans ces cas-là n'aurait pas tenu.
Je répète, ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre. C'est de savoir si on joue plus en été ou si on joue plus en hiver, voilà. Satisfaction néanmoins, ils seront pas loin de 25 000 pour découvrir cette nouvelle équipe du PSG. Hommage des minimes cadets et juniors aux pros et vice-versa. Le Paris Saint-Germain, élu meilleur club de jeunes la saison dernière, la formation récompensée. Cette haie d'honneur, voilà l'avenir peut-être du PSG. Le présent immédiat n'est pas très glorieux. Hier soir, le PSG a peiné sur l'équipe de départ. Un seul joueur, Tanasi, a été formé au club. 4 nouveaux joueurs sont arrivés. L'ensemble manque encore de cohésion. En fait, au cours de cette première période, on s'est ennuyé et le mot est faible. Notre but, c'est de satisfaire le public, de donner un spectacle et en même temps des résultats. Alors, je prie le ciel pour que ça se passe bien. Et si vous me le permettez, Président, c'est plutôt raté. La plus belle occasion de la première mi-temps est parisienne avec un superbe tir de Bosser, l'ancien niçois, bien détourné par Lama. On jouait depuis une demi-heure. Metz en contre se crée quelques occasions, comme ici avec Eric Black qui échappe à Janol. Mais faute de ce dernier à l'extérieur de la surface, les Messins réclament un penalty. Il bénéficie d'un coup franc que Zénier tire juste à côté. C'est tout pour cette première période. Pas génial. On est encore en plein apprentissage, l'équipe a du mal à se trouver, mais je crois que c'est tout à fait normal. Toutes les équipes ont un petit peu de mal à se trouver et je crois qu'il faudra retenir surtout les 3 points pris en 2 matchs. En deuxième période, le match va gagner en intensité et surtout en nervosité. Témoin cette altercation entre Bosser et Black, puis entre Black et Calderon. Metz aurait pu ensuite bénéficier d'un penalty, mais la main de Tanasi était totalement involontaire. Vujovic peu après est remplacé par Simba, le Yougoslave, c'est vrai, n'a pas été très percutant. Tout ça pour en arriver au but. Il est parisien bien sûr, il reste un quart d'heure à jouer, une longue balle de Bosser, une tête de Leroux en position d'avant-centre, un débordement et un centre de Simba, une tête d'Oumarsen, le capitaine du PSG qui devance Lama. Battu aujourd'hui, bon, je crois que c'est assez habituel, je l'ai lu dans la presse, que c'est souvent 1-0 sur un football tout à fait rudimentaire, des longues balles devant, avec un gars très grand qui saute et qui touche le ballon bêtement de la tête, et derrière des tours qui n'arrêtent pas de faire des fautes, et l'arbitre ne sanctionne pas parce que c'est Paris, et probablement qu'il n'ose pas. Critique acerbe mais assez réaliste au vu de la rencontre. Seul exploit technique parisien, celui-ci signé Suzik, le Yougoslave offre un ballon de but à Simba qui malheureusement manque en 2 temps d'aggraver le score. Petite victoire du PSG, bien loin d'être convaincant. Nous arrivons à l'heure de la pause publicitaire, alors vous restez avec nous car il y a la suite du championnat de France de première division, il y a les stages, il y a la 2e division, bref encore beaucoup de choses dans ce téléfoot. À tout de suite. Suite de ce téléfoot et suite aussi de la 2e journée du championnat de division 1 avec notamment Auxerre-Nice. Les Auxerrois ont souffert sur leur pelouse du stade de l'Abbé Deschamps, mais ils ont réussi l'essentiel, c'est-à-dire obtenir les 2 points de la victoire en exploitant au mieux un centre venu de Barré, poursuivi par Cocard et repris par Otto Corré. Un seul but, Nice est battu à la 67e minute. Cannes-Toulon, les Toulonnais, comme l'année passée, commencent bien leur saison. Ils ont gagné à domicile et là, ils auraient pu aussi gagner à Cannes. Regardez bien ce coup de tête de Pister à la suite d'un superbe cafouillage où la défense de Cannes n'a pas pu bien se dégager, juste sur la barre, alors que Luis Fernandez assistait au match dans les tribunes du stade de la Boca et qu'il a vu son grand copain Bruno Bellone frapper au-dessus à la suite d'une belle interception. Cannes et Toulon ont fait match nul 0-0. Il y a eu des buts en revanche en Normandie où il y avait beaucoup de monde comme toujours pour la venue des Verts de Saint-Étienne qui gardent une superbe cote. C'était le premier match de Caen 89-90 au Venois et les hommes de Nouzaret appréhendaient ce match d'autant que dès la 4e minute, Thiboff sur un corner de Pouliken ouvre la marque pour Saint-Étienne 1-0. Fort heureusement, dès la minute suivante, les joueurs de Caen vont obtenir un coup franc pour cette faute sur Divers.
Coup franc à 30 mètres du but, remarquablement tiré par Jean-François Domergue, qui trompe Beaufreton de 30 mètres. Domergue avait manqué un penalty la semaine passée. Là, il réussit un bien joli coup franc. Revanche sur le sort pour le sympathique Jean-François. 33e minute, Rix lance d'hiver, l'homme du match. Joli lob de l'international espoir. Et 2-1 pour l'équipe de Caen, qui a refait complètement surface à la plus grande joie de ses supporters et mène donc d'un but au repos. Dès la reprise, et ça c'est toujours bon dans un match de ce type, ouverture de Rio, toujours pour Divers, contrôle en pleine course, frappe du gauche. Superbe but de ce garçon qui confirme en ce début de saison tout le bien que l'on peut penser de lui. Caen mène 3-1 jusqu'à la 88e minute où sur une action de Fournier, après que Domergue est sauvé juste devant son but, les joueurs de Saint-Étienne vont revenir à un but. Fournier tire à côté, mais Pouliken a suivi et marque. Les joueurs de Caen protesteront et crieront au hors-jeu, mais l'arbitre validera ce match. Victoire de Caen 3-2 face à Saint-Étienne. Nous en venons maintenant au stage. Il y en a beaucoup à cette époque de l'année, un peu partout en France. Et vous avez choisi, c'est bien normal, mon cher Christian Jean-Pierre, ceux de notre ami Jean-Michel Larquet. Oui, bien sûr. Alors Jean-Michel Larquet accueille chaque année 1700 stagiaires au mois d'août, juillet et août, c'est quand même pas mal. C'est quand même très bien. Alors il est important de signaler qu'il n'y a absolument aucun critère de sélection, que donc tous les gamins peuvent y aller. Et je vous propose donc de découvrir ces micro-champions. Alors nous allons voir les jeunes et les moins jeunes en compagnie d'un ancien vert, un vieux, lui, Jean-Michel Larquet. Saint-Jean-de-Luz, 7h du matin, pas grand monde debout, si ce n'est les 150 stagiaires de Jean-Michel Larquet, qui commencent leur journée par un footing avant le petit déjeuner. On se réveille, premier assouplissement et première petite goutte de sueur. L'objectif de la semaine est en fait très précis. C'est faire découvrir aux enfants, leur faire vivre leur passion au maximum déjà. Ils sont là, ils vivent comme des professionnels, sans l'esprit et sans la pression des professionnels, avec bien sûr beaucoup d'aménagements. Vous avez vu la taille des gamins, vous voyez la taille des gamins. Ils n'ont pas tous l'habitude de travailler de façon régulière et systématique dans leur club. Eh bien, ils vont apprendre. Pendant que les joueurs courent, les gardiens ont leur premier entraînement spécifique. Tous ces stagiaires se retrouvent ensuite pour travailler un thème particulier. Aujourd'hui, Jean-Michel aborde les reprises de volée, pendant que M. Larquet père, bon pied bon oeil, veille au bon déroulement des opérations. Quand on rate, on recommence, c'est mieux. Voici Elia Soumou, un jeune Camerounais venu spécialement s'entraîner à Saint-Jean. Ah, cette fameuse équipe du Cameroun. Ouais, c'est une superbe équipe, l'équipe du Cameroun, c'est une équipe qui me fascine. Pour moi, elle est l'une des meilleures au monde, l'équipe du Cameroun. Ah bon? Ouais. Quel est le joueur que tu préfères? En France? Non. Dans le monde? Ouais, c'est Gullit. Je trouve que je suis un peu battu comme lui. J'espère devenir un jour professionnel. Maintenant, je suis dans une équipe universitaire. J'ai été sélectionné dans l'équipe de Boca Raton de Miami en Floride. Je vais jouer pour eux cette année, c'est bien. C'est l'équipe Fagnon de l'université. Quand ces jeunes ne sont pas sur les terrains, c'est encore et toujours une histoire de balles. Baby-foot, flipper, ping-pong et même tennis-ballon sous un bon 33 degrés à l'ombre, c'est ça la passion. À quelques kilomètres de là, les micro-champions de 7 à 11 ans s'affrontent dans un tournoi international à Cambo-les-Bains. Et sous les yeux des Brésiliens, un grand quart de finale entre le Mexique et l'Italie, avec l'un des plus grands gardiens du moment, Renaud. Et t'as quel âge? 8 ans. 8 ans? Oui. Tu gagnes là? Non, on a 0-0 pour l'instant. Tu joues dans quelle équipe? Mexique. Vous êtes bien classé? Oui, on est 5e. Superbe arrêt de Renaud, pendant que les parents préparent une véritable potion magique.
est-ce que vous aimeriez un jour que votre fils devienne professionnel? C'était son idée au départ, c'est son idée, il a envie de ça, et puis s'il y arrive, pourquoi pas, absolument, j'en serais que trop fière. Ça serait mon rêve, oui. C'est un vieux rêve? Oui, un rêve que j'ai pas pu réaliser, moi. Les parents rêvent en fait autant que les enfants. Ah, au fait, j'oubliais. L'Italie a perdu face au Mexique et l'ami Renaud peut être porté en triomphe. Il n'a pas pris le moindre but. Ce qui n'est pas le cas toujours de notre ami Jacques Vendroux. À propos, le Variété fera ses débuts cette saison du côté de chez Jean-Michel. Les 4 et 5 août prochains à Saint-Jean-de-Luz et à Cambo-les-Bains. Ça sera la fête. Au sujet des stages, tenez, regardez, nous vous avons préparé avec notre ami François-Henri Bidot des cartons pour que vous sachiez tout, non seulement des stages de Jean-Michel Larquet, mais aussi par exemple de Cap Giresse, qui est à La Teste, dans le bassin d'Arcachon. Et puis il y a également Planète Foot, signé Carlos Bianchi, il y a Soulac-sur-Mer avec Monsieur Fétis. Et puis il y a les stages de l'AS Nancy-Lorraine, il y en a beaucoup, les stages du domaine de Touras, cher à Michel Hidalgo. Bref, il y en a partout dans toute la France des stages de ce type et c'est très utile pour les jeunes et les moins jeunes qui veulent passer des vacances sportives comme chez Jean-Michel à Saint-Jean-de-Luz ou à Cambo-les-Bains. Nous revenons et terminons du reste cette deuxième journée du championnat de football de première division. C'est en compagnie de Frédéric Jaillant pour Lyon-Toulouse et Brest-Lille. Battu lors de la première journée, comme les deux autres promus, Brest en blanc recevait Lille qui avait entamé samedi dernier le championnat par une victoire. Partie commencée ici depuis 10 minutes en deuxième période. Le ballon circule bien côté breton, il parvient dans les pieds de Bucher. Changement d'aile vers Cabagnas et remarquable geste du Paraguayen qui a démarqué le Néerlandais Van Harpen pour le premier but de ce match. Brest mène face à Lille par 1-0. Un peu plus tard, Abedi Pelé part dans l'une de ses accélérations dont il a le secret. Il démarque sur sa gauche Mebati, dribble, puis piche net, mais avec un peu trop de poids, un peu trop de force de la part de l'attaquant lillois. Le ballon est donc passé au-dessus alors qu'il va cette fois passer à côté sur cette dernière tentative de Lille, battu donc à Brest 1-0. Lille a commencé à jouer dès qu'ils ont été menés au score, mais le courage des Brestois a été suffisant pour essayer de garder cette victoire. À Lyon, la question était de savoir comment l'équipe allait réagir après son échec de la semaine dernière face à Marseille. Contre Toulouse, Lyon en rouge jouait pour la deuxième fois à domicile et apporte une partie de la réponse dans le premier quart d'heure. Alors que samedi dernier, les Lyonnais étaient menés 3-0 à l'issue de ce fameux premier quart d'heure. Là, ils marquent les premiers par Kabongo. Partie alors commencée depuis précisément 15 minutes. Kabongo, 2 fois meilleur buteur en deuxième division, une fois avec le Matra, une fois avec Lyon. Et on en reparlera tout à l'heure, mais d'abord, l'une des seules occasions pour Toulouse avec ce tir de Nicolas Rodor, mais bonne intervention de Lemasson. 1-0 à la mi-temps, puis 2-0 pour Lyon. Nouveau but de Kabongo, alors que la deuxième période est commencée depuis 10 minutes. Eugène Kabongo que l'on retrouve une dernière fois pour ce centre prolongé par Garde sur Brisson qui marque. Lyon se rassure et bat Toulouse 3-0. Les Lyonnais voulaient en appeler de leur défaite contre Marseille à domicile et ils ont démontré ce soir qu'ils avaient des tripes. Et vous savez, dans un championnat, hormis les 4 ou 5 équipes présumées supérieures, tout le reste va se jouer au mental. On a montré aujourd'hui qu'on était quand même meilleur que ce qu'on avait fait contre Marseille. On avait une petite revanche à prendre. On l'a prise ce soir. Peut-être qu'on a eu un peu de réussite. Il n'y a pas autant d'écart entre les deux équipes que le résultat l'a montré ce soir. Mais il faut se contenter de ce qu'on a et se satisfaire surtout aujourd'hui du résultat. C'est pas Domecq, hein, l'entraîneur de Lyon. Il manque le nez de Domenech, bien sûr. Raymond Domenech. Nous allons voir nos statistiques, le plus beau but, le plus bel arrêt de cette deuxième journée, toujours avec Frédéric Jaillant. Le plus beau but nous vient de Caen, pour Fabrice Divert, mais que faire de ce ballon alors qu'il y a un Stéphanois de chaque côté? Réponse, amortie parfaite en pleine course. Divert n'a besoin ni de se freiner ni d'accélérer pour frapper. Il se retrouvait en position idéale pour reprendre dans la foulée. Quel but, encore plus impressionnant à vitesse normale, c'est-à-dire, en fait, à 100 à l'heure. À Divers, le plus beau but est évidemment le plus bel arrêt pour Bell.
Le gardien bordelais est d'abord pris à contre-pied, mais il se rétablit au dernier moment. Là, il faut se jeter, admirer sa souplesse de félin. Également un petit peu de chance avec la transversale. Bref, belle la totale. Belle d'hiver, donc les héros de la deuxième journée pour nous. Donc ces résultats, les voici. Vous avez vu les 21 buts. Le classement à présent. Marseille, le seul à 4 points, poursuivi par une meute d'ambition qui totalise une victoire et un match nul. Et dans la deuxième moitié du tableau, seul Saint-Étienne n'a pas marqué le moindre point. Les Verts commencent mal ce championnat 89-90. Ils sont tous à 2 buts. Ils étaient 2, ils sont maintenant 6. La plus grosse affluence à Lyon, après Marseille. Et la moyenne, tout à fait honorable, 13 000 spectateurs en ce début de saison, 21 buts seulement, ça pourrait pu être mieux. Et le loto, eh bien le loto, là il n'était pas très compliqué encore. Décidément, il n'y a pas beaucoup de surprises en ce début de championnat. Donc il devrait y avoir pas mal de gagnants à 13, on verra ça ce soir avec Frédéric Jaillant. Et si vous voulez tous les résultats, toutes les infos, eh bien TF1, code 3615, ou plus exactement 3615, code TF1. On passe maintenant à la deuxième division avec Bruno Kaufmann qui nous emmène à Nancy pour le match Nancy-Alès. Dans les vestiaires nancéens, la concentration est à son maximum. Pour leur premier match de la saison au stade Marcel Picot, les joueurs de Robert de Wilder veulent faire oublier à leur public les déceptions de l'an passé. Tout a très bien commencé la semaine dernière, premier match et première victoire par 4-1 à Reims. Au programme ce soir, Alès. La rencontre a du mal à démarrer, le jeu est de piètre qualité. À défaut d'un beau spectacle, nous assistons à de multiples agressions. Ici, la victime, c'est David Zitelli, fauché par Eli. Eli qui récidive à la 31e minute sur le même Zitelli et sanction suprême pour le défenseur d'Alès, carton rouge. Dès lors, le jeu se débride à la 35e minute, coup franc, Nikolic centre au deuxième poteau, Stéphane est là pour reprendre, de la tête bien sûr, logique, pour un Écossais. 10 minutes plus tard, Gava lance en profondeur son copain Zitelli qui s'arrache bien et bat Palu d'un superbe tir croisé. Zitelli confirme, c'est son 3e but en 2 matchs. 2-0 à la mi-temps, en deuxième période, les Nancéens maintiennent leur domination, la circulation de balles à l'approche de la surface est excellente. Ici Zitelli, Martin et finalement Zapia s'engage et trompe Palu. Bonheur immense pour Fernando Zapia qui fête de la meilleure manière son grand retour au stade Marcel Picot. On en restera finalement sur ce score, même s'il aurait pu être accentué en de maintes occasions. Et notamment ici, sur ce coup franc de Zitelli. Donc début de saison très positif pour Nancy, 2 victoires en 2 matchs, 7 buts de marqués et une première place au classement. Un joueur symbolise parfaitement cette équipe, David Zitelli. Les objectifs du club, c'est remonter en première division, c'est l'objectif principal, je pense. Est-ce que vous pensez avoir l'équipe pour pouvoir faire ce résultat? Et je pense qu'on l'a prouvé durant les 2 matchs qu'on a fait. Je pense qu'on a une très bonne équipe et on a une chance de monter en première division cette année. Et avec le président Brzezinski, le vice-président Michel Platini doit être éminemment satisfait du départ de ses protégés. Deuxième division toujours dans le groupe A, nous allons aller faire un tour du côté de Saint-Ouen. C'était en effet la reprise du Red Star dans son bon vieux stade de Saint-Ouen pour un match de deuxième division. Avec Boubnov, il y a Polagnoc également, il y a Rousset qui sont venus et puis le président Ayache qui serre la main de tout le monde. Et Nallet qui ouvre le feu pour Monceau. Mais les Verts du Red Star vont bien se reprendre et ce sont eux qui vont ouvrir le score à la 63e minute sur une action menée par Girard et Ousmane. Ça n'est pas, me semble-t-il, Rousset qui marque.
Première victoire pour le Resta. Est-ce que le but était signé Laurent Rousset? Non, je pense pas, non. Non, on est juste dans l'action, mais c'est effectivement le défenseur qui l'a détourné dans le but. Rousset, en tout cas, aura eu la satisfaction d'être sur le but et puis de participer à cette première victoire des Odoniens sur leur pelouse avec un Ousmane insaisissable qui est à deux doigts de marquer le deuxième but. Rousset légèrement blessé sur cette action. Et nous allons à Nîmes pour la rencontre Nîmes-Reims. Là, il n'y aura pas de but. Reims avait été échaudé, sévèrement battu par Nancy lors de la première journée. Et le tir le plus dangereux sera signé Bellus, mais malheureusement pour lui et pour Nîmes, sur la transversale. Les résultats du groupe A, donc nouvelle victoire de Bastia grâce à un but de Gotardi et de Nancy, on vient de le voir. Strasbourg a été tenu en échec à Grenoble. Nancy et Bastia sont en tête de ce groupe A. Nous allons maintenant suivre les matchs du groupe B en compagnie de Frédéric Jaillant. Il s'agit de Lens-Créteil et de Saint-Seurin-Dunkerque. Frédéric Jaillant. C'était la fête au village à Saint-Seurin où pour la première fois face à Dunkerque se déroulait un match de deuxième division. Il y a 2000 habitants, il y avait 1535 spectateurs. Et à la suite de ce corner en faveur de Saint-Seurin et d'une situation confuse dans la surface, un pénalty est sifflé contre Dunkerque. Cette équipe, lors de la première journée, avait été tenue en échec sur son terrain par Guingamp, alors que Saint-Seurin avait perdu à Créteil 1-0. Dubost transforme le pénalty. Saint-Seurin, après 8 minutes de jeu en deuxième période, mène par 1-0. Mais Dunkerque possède une bien plus grande expérience et en tout cas un meilleur jeu collectif. Résultat, à 12 minutes de la fin, Huisman égalise d'une superbe reprise de volée. Un partout entre les deux équipes. Un match nul logique. À Lens, qui recevait Créteil, Roger Bolly aurait pu faire la différence, mais la malchance, comme sur ce coup franc qui trouve le poteau, et Siden, le gardien de Créteil, l'en ont empêché. Résultat 0-0, Lens, sur son terrain et devant plus de 10 000 personnes, aurait même très bien pu perdre. Ce match, à mon avis, servira de leçon et de connaissance à mes joueurs. J'ai dit que Lens doit jouer en challenger et non pas en favori. Lens n'a pas de passé en deuxième division. Lens découvre cette deuxième division, elle doit s'y adapter. Les résultats complets dans ce groupe B, étonnant, une seule équipe a marqué plus d'un but, Beauvais qui remporte face à Angers sa deuxième victoire en 2 matchs. Deuxième victoire également pour une autre formation, Valenciennes, qui a gagné à... Et voilà pour terminer donc cette deuxième journée du championnat de deuxième division. Nous arrivons à notre classique panorama de la semaine, signé cette semaine Martin Zara, avec notamment le cinquantenaire des Cailloles, le club cher à Tigana, que l'on a fêté il y a quelques jours. En assemblée générale, mais aussi en colère lundi à Paris. La Ligue leur a refusé une revalorisation salariale. Les techniciens français ont rejeté en représailles certaines dispositions prises la saison dernière. Le football français est pour un certain nombre d'articles dans une situation de non-droit jusqu'à Noël. Et parmi ces articles, il y a la présence de 3 étrangers dans les équipes françaises. Jean-Pierre Soisson peut être satisfait, le ministre du Travail peut ôter un chômeur de ses statistiques. Et quel chômeur? Le plus célèbre de France en effet. Luis Fernandez a signé un contrat d'1 an à la SCAN, à la clé une substantielle baisse de son salaire. L'association française des victimes du Hesel se plaint, pas un centime d'indemnité depuis 1985. Raphaël De Santis demande donc à Michel Platini d'intervenir en projet un match Liverpool-Juventus. Enzo Francescoli à l'OM, l'Uruguayen a rencontré vendredi Bernard Tapie à Marseille. Si Maradona reste à Naples, Francescoli pourrait bien être la dernière recrue de l'OM. Réponse d'ici la fin de la semaine prochaine. Guignol à Lyon, Jean-Michel Aulas, broie du noir, le président de l'OL s'en est pris violemment cette semaine à son maire. Les 9 millions de francs de subvention ne suffisent pas. Réponse cinglante de Michel Noir, si Aulas continue, on lui coupe les vivres. Aulas, 1000 fois hélas, les 9 millions sont à prendre ou à laisser. Les Cailloles, ça sera pour la semaine prochaine, qu'ils veuillent bien nous en excuser. Marianne Macot, vous êtes allée dans un stage, mais au contraire de Christian Jean-Pierre, c'est un stage spécifique auquel vous n'avez pas participé, mais que vous avez suivi.
auquel j'ai assisté. C'était un stage uniquement réservé aux gardiens de but. Alors ça, je crois que c'est une première en Europe et peut-être dans le monde. En France, je n'en connais pas. Celui-ci se trouvait en Suisse. Il réunissait une centaine de gardiens âgés de 12, même de 10 ans jusqu'à 20 ans. On arrive justement maintenant à voir des gardiens à ses côtés dans ce stage. Je vous propose tout de suite d'y aller. Eh bien, nous nous rendons donc en Suisse, du côté de Lausanne, pour voir ce stage spécifique de gardiens suisses. Châteaudet, au-dessus de Montreux, altitude 1000 mètres. Nous nous trouvons à la limite de la Suisse romande, 8 km plus haut, on parle allemand. La réputation de Châteaudet s'est faite de par le monde grâce à ses ballons. Ce qui nous a attirés à Téléfoot, ce sont aussi les ballons, mais ceux que manipulent à longueur de journée de jeunes gardiens de but en stage. Depuis 5 ans, une centaine de footballeurs de 14 à 20 ans s'expérimentent pendant une semaine à raison de 2 stages de 50 personnes. Une opération unique en Europe et peut-être au monde, née de l'idée d'un ancien gardien suisse, recyclé instructeur et diplômé de la Fédération suisse, Louis Gavillet. Je faisais des démonstrations d'entraînement en Suisse romande, dans les clubs, et les gardiens, spécialement les jeunes gardiens, voulaient apprendre. Alors au lieu de tourner dans tous les clubs, j'ai décidé de mettre ce stage sur pied. Depuis des années, Louis Gavillet entraîne Pierre-Yves Rémy, le gardien de l'équipe genevoise de Malais. Lui aussi a attrapé le virus de la formation et sacrifie ses vacances. Première leçon, inculquer de bonnes bases. Quand ils sont petits, sur un côté, s'ils se font mal, ils auront toujours peur et ils auront plus facilement un mauvais côté après. Alors on essaye de leur donner confiance en donnant le plus possible de surface lors du choc par terre. Alors c'est pour ça qu'on a un des exercices qui est d'effacer la jambe, d'accord, et puis tac, et on se retrouve avec. Pas de footing ou peu par séance, on se concentre sur le ballon. Et maintenant, une libellule. Hop. Les exercices présentés sont variés et étudiés comme des jeux pour éviter la lassitude après quelques heures de travail. Les moniteurs font aussi preuve d'originalité. Allez, encore 5, tac, tac. Allez, elle finish. Les entraînements de gardiens que l'on fait avec M. Gavillet, c'est plein d'exercices que l'on améliore sans forcément être dans les buts, dans les 16 mètres. On occupe tout le terrain pour travailler plein d'autres choses que des choses qu'on va travailler toutes les semaines avec l'équipe. Quelques exercices naissent du hasard. Un ballon rebondit sur un autre et on crée cette série de tirs surprises. Rémy et Gavillet veulent faire breveter leur dernière trouvaille, le keeper ball, un dérivé du tennis ballon. Toutes les balles sont jouées par le bas. Et puis alors c'est un jeu où les joueurs doivent constamment gauche-droite. Donc ça c'est un travail du gardien qui suit le jeu, qui suit la défense. Ça c'est en plus on travaille une prise de balle, un ballon dans les mains. Après 3 heures de travail matinal, retour à l'hôtel pour une pause restauration. Mais l'après-midi, rebelote, c'est reparti pour 3 heures supplémentaires. Toujours les points bien écartés. Hein. On récupère son ballon, on la donne 2 par 2. Daniel, l'un des 8 moniteurs, filme tous les gestes techniques. La vidéo permet d'opérer immédiatement dans le vestiaire une correction. Là, il est bon. Là, c'est seulement de rattraper des ballons qui étaient mauvais. Hein. Est-ce que toi, tu apprends des exercices à tes entraîneurs? Ouais, je leur montre quelques petits trucs, ce que j'ai appris, et puis ils disent leur impression, si c'est bien ou pas bien, quoi. Et puis si ça marche, je suis toujours content, l'entraîneur. Le centre se flatte d'avoir amélioré ou de récupérer quelques jeunes d'avenir. Nous avons 3 remplaçants de 2e division suisse et qui ont 17 et 18 ans. Et beaucoup de 3e division ça commence à pointer. Après une journée si remplie, certains trouvent encore la force de bouger. Et le soir, il n'y a pas qu'en France que tout finit par des chansons. Il y aura sûrement de bons gardiens qui sortiront de ce stage. Voyons la une de France Football qui paraîtra mardi. Eh bien, sur cette une, c'est le Montpelliérain Laurent Blanc, l'un des meilleurs buteurs du championnat actuel. À noter également la nouvelle maquette de Foot News qui vient de paraître. Foot News avec les jumeaux de Montpellier en couverture, c'est-à-dire Paille et Cantona. L'officiel du football, cher à notre ami Olivier Ray, toujours très attendu. Le calendrier but poche, 89-90, un format très pratique, vous pouvez l'emmener partout.
Un superbe bouquin pour les amoureux de la finale de la Coupe de France. C'est l'aventure fantastique de la Coupe de France de football. C'est signé Hubert Baudet et c'est paru aux éditions Carrère. La vie de Matler. Matler, ce fut un des plus grands joueurs d'avant-guerre du football français. Les Sochaliens ne l'ont pas oublié. C'est signé Baudouin et Coppel et c'est paru chez France Région. Matler. Et enfin, pour pouvoir lire tout ça, le guide de la forme de Brigitte Dussert aux éditions Albin Michel. Tout pour être en forme. Voilà, ainsi se termine ce téléfoot. Encore un petit mot pour vous dire que j'espère que les dirigeants municipaux de Rousson, près d'Alès, seront gentils avec le FC Rousson. C'est un petit club de district qui vient de naître. Il a besoin du terrain pour jouer, ce club. Laissez-le donc vivre, messieurs. Merci pour eux. Voilà, j'avais promis de le dire. Je l'ai dit. Bonsoir, bonne journée, bon dimanche. Bon Grand Prix de Formule 1 cet après-midi avec Roger Zabel. Et à dimanche prochain pour un autre téléfoot. Merci, au revoir.